L'affaire des Gitanos, chronique d'une flambée raciste à Toulouse à la fin du XIXe siècle. Seconde partie de notre entretien avec Emmanuel Sitou. Je vous rappelle que nous parlons avec cet anthropologue spécialisé dans les études tziganes d'un fait divers survenu à Toulouse en 1895 et qui opposa les jeunes ouvriers face à la communauté tzigane de l'époque. C'est à la suite d'une bagarre entre deux hommes, l'un ouvrier maçon et l'autre gitan, qu'une série d'émeutes va éclater dans le quartier Saint-Cyprien contre la communauté gitane. Des émeutes violentes, souvent attisées par la presse locale et qui vont obliger les autorités à réagir. Un fait divers qui va faire naître à l'époque beaucoup de débats et qui ne sont pas sans rappeler ce que nous avons connu en France ces derniers temps. Le maire de Toulouse lance un appel au calme et je vais lire ce qu'il disait à l'époque et c'est assez significatif par rapport à ce que vous venez de dire. Des mesures énergiques sont prises pour que tous ceux de ces gens-là qui n'ont pas acquis la nationalité française aillent chercher ailleurs une hospitalité dont ils nous ont si mal récompensé. Et c'est exactement ce qui s'est également passé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a interné des personnes qui avaient combattu sous les drapeaux pendant la Première Guerre mondiale, bon, au prétexte qu'ils étaient nomades, mais dans l'esprit de beaucoup, c'est parce qu'ils étaient surtout et avant tout étrangers. Donc ce qui s'est passé au 19e, c'est répété pendant la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui, on en sent encore les prémices. Et là, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'à l'époque, on est en pleine expédition à Madagascar. Absolument. Et d'ailleurs, un des prétextes pour essayer d'intégrer certains gitans, c'est d'avancer l'argument selon lequel ils ont combattu, ils ont servi sous les drapeaux français. C'est vraiment, on est dans cet état d'esprit extrêmement patriotique, avec l'argument de l'armée pour obtenir la nationalité ou justifier sa nationalité française. Le fait qu'il y ait eu beaucoup de rixes et de débordements xénophobes sous la Troisième République, est-ce que, selon vous, c'est à rapprocher à ce que représente ce modèle républicain de l'époque, assimilationniste ? Ah oui, c'est complètement ça, oui, effectivement. Et d'ailleurs, on le voit par rapport, enfin, en effet miroir par rapport à la façon dont on va dépeindre les gitans, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dépeints comme des sauvages, finalement, des sauvages qu'il faudrait civiliser. Et puis avec une responsabilité qui est mise de leur côté, c'est-à-dire que c'est eux qui ne veulent pas s'intégrer, c'est eux qui ne veulent pas se civiliser, c'est eux qui ne veulent pas être de bons Français. Donc oui, c'est ça, c'est tout à fait cet état d'esprit. Le peuple gitan reste ce qu'il était hier, le peuple des roulottes, le peuple de la route, instinctif et mystérieux, avec ses musiques étranges et ses danses éternelles. Il reste un peuple qui ne quittera les quatre planches des roulottes que pour les quatre planches du cercueil. Un peuple qui sans terme, sans arrêt, sans but peut-être, continuera comme il le fait depuis la nuit des temps à suivre la route, cette route qui pour lui n'a pas de fin. Le rabais, c'est comme ça que s'appelle donc la personne recherchée, est finalement arrêté le mercredi 18 octobre dans les environs d'Albi. Qu'est-ce qui va se passer après ? Alors, il va être amené à Toulouse et très rapidement, il va être jugé. Emmanuel Sitou, anthropologue. Et bon, évidemment, il va être condamné. Dans les archives, donc, on retrouve des écrits avec des témoignages du rabbé sur son aventure. Et là, on découvre un jeune homme extrêmement désemparé, voire apeuré, qui ne comprend pas comment... cet événement qu'il qualifie de simple peignée peut prendre de telles proportions au sein de Toulouse.
Ensuite, le rabbé, après sa condamnation, va être transféré à la prison de Nîmes. Je me suis rendue à Nîmes pour essayer de retrouver sa trace et de continuer de poursuivre son aventure. Malheureusement, les registres des écrous de Nîmes ont disparu pour cette période précise. Donc, je n'ai pas la suite de l'affaire, de la vie du rabbé, mais je continue à trouver des traces de la famille Baptiste au fil de mes recherches aux archives. C'est-à-dire que cette famille Baptiste, qui existe toujours, va continuer à laisser des indices, des éléments intergénérationnels sur sa vie tout au long de la fin du 19e et du 20e siècle. Ils ne seront pas expulsés? La famille ne va pas être expulsée? Non, la famille ne sera pas expulsée. Parce qu'à un moment donné, il se pose la question quand même. Je crois que c'est le procureur de la République. Alors, au début, effectivement, on dit, bon, cette famille est espagnole, on l'expulse. Et puis quand même, il y a un magistrat qui va se pencher un peu plus sur l'affaire en se demandant s'ils sont effectivement espagnols et s'ils ne seraient pas français. Après enquête, il s'avère que tous les enfants sont français, que le père est espagnol et que la mère, donc en raison de son union avec un Espagnol, est devenue espagnole également. Mais comme la tension est retombée, que le rabbé est jugé, il est condamné, et que, on a eu affaire quand même à des débordements relativement spectaculaires, on va décider d'en rester là et on ne va pas expulser la famille Baptiste. Il y a les gens du voyage, ceux qui sont sédentarisés ou ceux qui ne le sont pas. Là aussi, il y en a sur la totalité, il y en a 10 000 qui sont, environ 10 000 sans doute, qui s'occupent des terrains, là aussi de manière illicite. Moi je dis une chose simple, c'est que comme tous nos compatriotes, la communauté des gens du voyage n'est pas au-dessous des lois, mais elle n'est pas au-dessus. Donne les moyens de s'installer de façon licite. Il y a assez d'emplacements prévus pour eux. Il y a naturellement des emplacements qui sont prévus, d'ailleurs qui avaient été prévus à la demande de Nicolas Sarkozy, mais quand ce n'est pas respecté, naturellement, nous devons réagir. Encore une fois, ce que nous dénonçons, ce n'est pas une communauté, ce sont des comportements. Et ces comportements, lorsqu'ils ne sont pas acceptables, eh bien, seront sanctionnés. Par rapport à ce qu'on a pu vivre justement ces derniers temps, comment pour vous résonne cette histoire ? Moi, je trouve que c'est un écho qui se répète à travers le temps. C'est-à-dire que l'affaire des Ritanos, je suis sûre qu'il y a une affaire des Ritanos par ville en France. Je ne pense pas que ce soit un cas isolé. Seulement, voilà, c'est pas nécessairement les pages d'histoire que les villes ont envie de promouvoir. Hein. Oui, parce que cette affaire, elle est quand même assez méconnue à Toulouse. Très peu de documents. Lorsqu'on en parle aux gens, ils l'ignorent totalement. Moi, je l'ai découvert absolument par hasard. Je recherchais des documents d'histoire sur d'autres questions et à 2 reprises, je suis tombée sur la mention de cette affaire dans une chronique d'un auteur des années 50 et dans Votre Folletier qui en parle en 2 lignes. Ça m'a énormément intriguée. Donc, j'ai décidé de remonter la piste jusqu'aux archives et essayer d'en savoir un peu plus. Et j'ai été très étonnée de ce que j'ai découvert. Les archivistes avec moi également. Voilà, je ne soupçonnais pas ce type d'événement à Toulouse. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la politique qui est menée en direction des gens du voyage ? Moi, je la trouve un peu ambiguë. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des choses qui sont mises en place sur la question de la scolarisation, sur la question des terrains d'accueil, des terrains familiaux. Et en même temps, on est capable de laisser à l'abandon des populations, des familles gitanes, manouches, roms dans une très grande précarité, un très grand isolement, sans réagir. Donc il y a 2 poids, 2 mesures dans la prise en compte de ces populations. À la fois des mesures multipliées dans tous les sens pour leur venir en aide et sur d'autres points ou sur d'autres territoires un total abandon.
Donc, en tout cas, moi, je trouve que la politique globale est totalement insuffisante. Il y a encore énormément de choses à traiter et qu'il faut traiter avec beaucoup de minutie et de connaissances pour pas que dans quelques années, on reproduise ce qui existe déjà, à savoir des cités dites spécifiques à l'abandon, surpeuplées, alors qu'il y a 20 ans, c'était la solution à la question du stationnement et de l'habitat. 300 caravanes, 1500 à 2000 gens du voyage à la recherche d'une aire d'accueil. Ils quittent un terrain pour en trouver un autre. À 16h15 hier, leur convoi arrive devant l'aérodrome de Cerny-la-Ferté-Alais et en force les grilles. Trois voitures incendiées, des arbres abattus, le mobilier urbain saccagé. C'est la colère des gens du voyage qui s'exprime ce matin autour de la gendarmerie de Saint-Aignan-sur-Cher. Ils sont 300. Les anciens de la communauté tentent de calmer le jeu. Est-ce que vous pensez que les représentations au sein même de la population française ont changé, se sont modifiées avec le temps sur les gens du voyage ? Peut-être que, de façon générale, la population est un peu plus ouverte à la connaissance, à la prise en compte des populations tziganes. Emmanuel Sitou, anthropologue. Je vois de plus en plus de gens venir aux conférences, de plus en plus d'étudiants nous solliciter pour des travaux de recherche. Donc, de façon optimiste, je dirais qu'il existe en ce moment, en plus en lien avec l'actualité, une vraie ouverture, un vrai désir de connaissance. Maintenant, je pense aussi que ça a ses limites. C'est-à-dire que quand on veut installer un terrain d'accueil, rares sont les riverains qui sont enchantés par la construction de ce terrain. Donc là aussi, je pense qu'il faut se prononcer avec prudence et continuer un travail d'information, d'interconnaissance, aussi bien chez les Gadjés que chez les Tziganes, parce que c'est un travail qui se fait des deux côtés, pour que les relations s'améliorent et que les préjugés, les représentations se déconstruisent. Les deux avions se sont donc posés en milieu d'après-midi, des compagnies low cost avec à leur bord des Roms dont certains crient en évoquant le mot France à la sortie, des gens très en colère, d'autres qui attendent des taxis ou bien alors de la famille pour rentrer chez eux. Certains ont caché leur visage devant les caméras nationales qui sont présentes en nombre ici. Il y a un problème avec la communauté Rom, ce qui est très simple, c'est qu'ils sont aux alentours de 8500 sur notre territoire, et ils occupent souvent des campements illicites et quand il y a des actes de délinquance, nous devons aller plus vite pour les reconduire dans leur pays. Cela suppose que la Roumanie et la Bulgarie font partie de l'Europe, cela suppose donc une discussion d'État-État et le président de la République qui est totalement mobilisé sur ce sujet. Comment appréhendez-vous la question Rome aujourd'hui, telle qu'elle est traitée au sein même de l'Europe? Parce qu'on a constaté les difficultés que pouvaient rencontrer les pays européens comme la France avec les Roms, mais aussi on a découvert le traitement qui était réservé à ces gens-là en Roumanie par exemple ou en Bulgarie. Alors je serais moins inquiète au niveau européen qu'au niveau français. Au niveau européen, vous avez des commissions qui existent avec des spécialistes qui se réunissent et qui essayent de trouver des solutions, tout du moins de réfléchir à certaines situations. Maintenant, pour ce qui est de la question Rome en France, je suis beaucoup plus inquiète, surtout en ce moment parce que l'hiver arrive et que vous avez énormément de familles qui, pour certaines qui vivent dans des bidonvilles, mais d'autres qui vivent dans des habitats encore plus précaires que le bidonville. Donc évidemment, je suis inquiète, je ne suis pas très optimiste par rapport aux solutions qu'on présente. Et puis surtout, ce qu'en dit l'actualité en ce moment, c'est qu'on est toujours dans une surenchère concernant l'expulsion, concernant le contrôle, ce qui ne laisse rien présager de bon. Par rapport à la façon dont ils sont traités aujourd'hui dans d'autres pays européens, comme la Bulgarie par exemple?
Alors ça participe d'une histoire également, hein, qui est vieille de plusieurs siècles. C'est-à-dire que ce qu'on constate de notre place, hein, c'est que depuis la fin du communisme, les conditions de vie pour les Tziganes se sont énormément dégradées à l'Est. Alors ça ne veut pas dire que c'était la panacée sous le communisme. Il y avait également énormément de discrimination et de misère, mais il y avait plus de droits. En tout cas, droit au travail, droit à la santé, droit au logement. Du jour où le régime communiste s'est effondré, les droits des Tziganes se sont effondrés également, et les actes de violence contre les Tziganes et de rejet ont repris de plus belle. D'où ces afflux migratoires. Hein. Ce que nous disent les Roms en France, c'est que s'ils sont là, c'est parce que les conditions de vie en France que l'on connaît, qui sont quand même des conditions de grande précarité, de grande pauvreté, sont quand même meilleures qu'en Roumanie, en Bulgarie ou en Hongrie, où certains disent qu'ils ont peur de mourir de faim là-bas. J'ai 35 ans. Et vous avez combien d'enfants? J'en ai 11. À quel âge vous vous êtes mariés? 15 ans et demi. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font, vos enfants? Sans vendange. Il y en a combien qui travaillent, là? J'en ai 6. Ça vous fait des belles journées, ça? Oui, c'est une belle journée, oui. Combien ça fait? 40 et quelques mille. Et ça va durer combien de temps? Il y en a pour une dizaine de jours. Et après, on redescend dans le midi. Quelle place occupe la femme tzigane dans la cellule familiale? Alors c'est un pilier. Voilà, c'est un pilier qui cumule un certain nombre de prérogatives extrêmement importantes, comme celle notamment d'éduquer les enfants et de transmettre la culture. Ce sont elles qui ont également en charge de gérer les questions économiques du couple et les questions domestiques. Moi, ce sont des femmes que j'admire, que j'aime, avec qui je prends beaucoup de plaisir, et voilà, et que j'aime écouter, dont j'aime écouter les récits de vie. Donc ça, c'est une partie de mon travail. Et évidemment, quand on s'intéresse aux femmes gitanes et manouches, on a envie de s'interroger aussi sur l'histoire. Parce que les femmes tziganes ont soit été magnifiées par la littérature et la musique, ou soit diabolisées. Alors, dans ces cas-là, on a toujours l'exemple d'Esmeralda et de Carmen. Hein. Alors, la bohémienne chaste et vertueuse, ou au contraire la prostituée aux vices splendides. Donc voilà, moi j'ai eu envie à la fois de m'intéresser au quotidien de femmes qui vivent en marge de la société encore aujourd'hui, cumulant d'importantes prérogatives au sein de leur groupe culturel, mais aussi d'interroger notre société sur les représentations à travers le temps qu'elle se faisait de ces femmes sur deux extrêmes. Alors, je termine en annonçant une soirée le 22 novembre dans le cadre du festival Origines Contrôlées organisé par le Tacti Collectif. Donc le 22 novembre à la Bourse du Travail, à partir de 18h30, nous accueillons une expo photo sur le pèlerinage des Gitans en Calabre, présentée par Nicolo Revelli-Beaumont, suivie d'une rencontre débat avec l'historien en études tziganes Emmanuel Fillol, l'anthropologue Jean-Luc Poyetto, et le président fondateur de l'association tzigane Robert Ziegler. Puis à la suite de cette rencontre, nous écouterons deux groupes, un groupe gitan de Toulouse, Compass, et un groupe de Lille, Swingadje. Voilà, cet entretien s'achève. Merci beaucoup à Emmanuel Sitou.